Un instructeur de fitness filme par inadvertance un convoi militaire allant renverser le parlement du Myanmar. Tourné au début de 2021, c'est la seule séquence connue du coup d'État et du début d'une guerre dévastatrice. 4 ans plus tard, la violence reste implacable. Environ 82 000 vies ont été perdues et 3,2 millions de personnes ont été déplacées, tandis que le gouvernement central ne contrôle qu'un cinquième du pays. La plupart des grands groupes ethniques s'affrontent. Et, dans certaines régions, l'effondrement est tel que les gens n'utilisent même plus la monnaie nationale. Le vide de pouvoir qui en résulte a transformé le Myanmar en un centre de production de stupéfiants, de traite humaine et de trafic d'armes. C'est aussi discrètement devenu une guerre par procuration régionale, impliquant la Chine, l'Inde, la Russie et les États-Unis. Ces puissances influencent ce qui est reconnu comme un État en faillite et pourrait déterminer la durée du conflit. Telle est la géopolitique. Ce qui n'est pas arrêté est observé et adapté pour la prochaine guerre. Le Myanmar s'effondre en temps réel. La chose la plus proche d'un gouvernement central est la Commission de la sécurité et de la paix de l'État dirigée par le général Min Aung Hlaing. Cependant, une grande partie du pays a échappé au contrôle du gouvernement. Des bastions séparatistes dominent désormais de vastes régions, chacun poursuivant ses propres objectifs. Dans le nord, l'armée pour l'indépendance Kachin revendique l'autonomie totale, voire l'indépendance, pour l'État Kachin. À l'ouest, l'armée d'Arakan milite pour une nation rakhine autonome, avec l'ambition de faire complètement sécession. Dans l'État Shin, diverses milices se sont retournées à la fois contre le gouvernement central et les unes contre les autres, chacune cherchant à représenter une future Terkine indépendante. À l'est, les groupes armés Karin et Karani poursuivent leur lutte de longue date pour des terres ethniques, tandis que l'État Shan reste fragmenté entre des factions rivales, dont certaines privilégient l'autonomie fédérale et d'autres la sécession totale. Au-delà de ces groupes ethniques, la force de défense du peuple, qui a été formée par le gouvernement civil en exil, opère maintenant dans le centre et le sud du Myanmar. Elle se bat pour renverser le gouvernement militaire et, en théorie, le remplacer par une démocratie fédérale. Bien qu'elle ne soit pas ancrée dans une seule ethnie, sa présence croissante a tendu les relations avec les milices ethniques, dont beaucoup rejettent complètement l'idée d'une future union. Entre-temps, des puissances étrangères ont peu à peu pris parti en coulisses. Elles arment des groupes, financent des factions et influencent les résultats en secret. La Chine, avec ses investissements importants et ses enjeux stratégiques, a le plus à gagner ou à perdre. Mais Pékin ne peut pas soutenir pleinement un camp sans risquer des répercussions ailleurs. À la place, elle a choisi de jouer sur tous les tableaux sur le terrain, en couvrant ses arrières, si l'on peut dire. Elle fournit du matériel militaire au gouvernement central tout en fermant les yeux sur l'afflux d'armes fabriquées en Chine vers les factions rebelles. Cet équilibre a mené à une règle tacite au Myanmar. Malgré les hostilités persistantes, la plupart des groupes armés évitent de cibler les actifs chinois tels que les oléoducs, les terminaux énergétiques, les ports et les zones économiques. L'Inde a tenté de copier la stratégie d'équilibre de la Chine, mais elle a trébuché dans le processus. Son principal objectif a été de sécuriser la frontière nord-est, où des groupes insurgés nationalistes séparatistes opèrent depuis l'intérieur du Myanmar. Ces groupes rebelles s'opposent au gouvernement indien et utilisent le Myanmar comme base pour attaquer. Pour contrer cela, l'Inde a discrètement coopéré avec la direction militaire du Myanmar, partageant des renseignements et menant des opérations transfrontalières. Par exemple, en mai 2025, les forces indiennes ont affronté un groupe d'insurgés à Manipur, près de la frontière avec le Myanmar. Plus tard, en juillet, une frappe de drone indienne a éliminé plusieurs commandants séparatistes à l'intérieur du Myanmar. Ces incidents soulignent l'inquiétude de l'Inde face au débordement régional. Cependant, contrairement à la Chine, l'Inde n'a pas de lien solide avec les milices ethniques du Myanmar et dispose de peu de leviers économiques. L'Amérique a adopté une approche différente. Au lieu de s'impliquer directement, elle a évité d'armer les groupes qui combattent le gouvernement central.
Son soutien s'est limité à une aide non létale pour le gouvernement civil en exil sous lequel opère la force de défense du peuple. Il est toutefois très probable que Washington apporte une aide plus secrète qu'elle ne l'admet publiquement. En même temps, les États-Unis ont exhorté la Thaïlande à jouer un rôle plus actif au Myanmar, conscients que certains membres de l'armée thaïlandaise sympathisent avec certains groupes ethniques. La Thaïlande reste toutefois prudente. Elle a peu d'intérêt à alimenter l'instabilité au Myanmar, sachant que cela pourrait facilement déborder sur son territoire. Ainsi, pour l'instant, la Thaïlande se contente d'ignorer les activités de la force de défense populaire en exil, dont beaucoup opèrent depuis le sol thaïlandais, en particulier autour de la ville frontalière de Mae Sot. Les législateurs thaïlandais hésitent aussi à défier la Chine, vu ses importants intérêts stratégiques dans le pays. Vous voyez, le Myanmar est le seul voisin immédiat de la Chine qui offre un accès terrestre direct à l'océan Indien. Cet itinéraire évite la mer de Chine méridionale et le détroit de Malacca, où la marine américaine pourrait perturber le transport maritime en cas de conflit majeur. Ce corridor de 1700 km est vital, non seulement pour l'exportation des marchandises chinoises, mais aussi pour l'importation de combustibles fossiles du Moyen-Orient et de minéraux d'Afrique. C'est pourquoi la Chine a construit des oléoducs et des gazoducs depuis les rives du golfe du Bengale jusqu'à sa province méridionale du Yunnan, avec des projets d'ajouter des autoroutes et une ligne de train à grande vitesse le long du même itinéraire. Dans ce plan, des entreprises publiques chinoises développent 2 projets majeurs dans l'état de Rakhine. Un port en eau profonde de 7,3 milliards de dollars à Keokfu et une zone économique spéciale de 1,3 milliard, incluant un terminal pétrolier et gazier. Les 2 projets sont situés au sud du corridor. Ainsi, pour Pékin, aucune demi-mesure n'est possible au Myanmar. En tout point, 1988 a été un tournant pour le Myanmar. Un mouvement pro-démocratie est descendu dans les rues de la capitale, mais il a ensuite été rapidement et brutalement écrasé par l'armée. Alors que l'Occident imposait des sanctions, la Chine tendait la main, augmentant le commerce transfrontalier et vendant pour plus d'1 milliard de dollars de chars, d'artillerie, de véhicules blindés, de systèmes anti-aériens et de navires de guerre. Ainsi, la Chine est désormais le principal partenaire étranger du Myanmar. Pourtant, malgré des liens croissants, la relation n'a jamais été fondée sur la confiance. L'armée du Myanmar, farouchement nationaliste, est restée mal à l'aise face à sa forte dépendance envers la Chine pour les armes et les approvisionnements. De nombreux officiers en voulaient à Pékin de traiter le pays comme un État client. Ainsi, pour réduire sa dépendance envers la Chine, le Myanmar a commencé à établir des liens de défense avec la Russie. Il a acheté des chasseurs MiG-29 et des hélicoptères de combat Mi-35, tous 2 encore utilisés à ce jour. Cette puissance aérienne fournie par la Russie est devenue de plus en plus cruciale ces dernières années, alors que les forces gouvernementales peinent sur le terrain. Les hélicoptères de combat attaquent souvent les villes et villages rebelles du pays. Qu'elle ait raison ou non, la Russie a joué un rôle clé pour le gouvernement central au Myanmar. Mais avec son attention et ses ressources accaparées par la guerre en Ukraine, il n'est pas clair dans quelle mesure ce soutien se poursuit aujourd'hui. Ce que nous savons, c'est ceci. Alors que la Chine et la Russie coopèrent étroitement sur le champ de bataille ukrainien, elles semblent poursuivre des agendas séparés au Myanmar. L'Amérique donc, de son côté, a réagi en imposant des sanctions au gouvernement militaire du Myanmar, visant les responsables et leurs intérêts commerciaux. Parallèlement, un vaste complexe consulaire américain, d'un budget d'environ 248 millions de dollars, est en construction pour remplacer et agrandir l'actuelle installation à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Le consulat est largement perçu comme participant à un effort plus large pour renforcer les capacités de renseignement américaines dans la région. Une fois opérationnelle, Washington pourrait utiliser la nouvelle installation pour fournir des renseignements aux factions rebelles et influencer le cours du conflit. Par ailleurs, il y a des signes indiquant que les États-Unis pourraient approfondir leur implication. Des sources locales affirment que les États-Unis envisagent de créer une grande base d'approvisionnement à Cox's Bazar, au Bangladesh,
pour soutenir des groupes insurgés comme l'armée d'Arakan et le Front National Chine. Elles proposent aussi que les États-Unis instaurent une zone d'exclusion aérienne sur l'état de Rakhine pour neutraliser l'aviation du Myanmar et bloquer son appui aux forces terrestres. Bien que ces affirmations restent non prouvées, l'accent mis sur la côte ouest du Myanmar a un sens stratégique. Établir des territoires amis ou autonomes près des frontières indiennes et bangladaises exercerait une pression sur le corridor terrestre de la Chine depuis le Yunnan et menacerait son accès au port en eau profonde de Keokpiu. Cependant, alors que Washington s'efforce de saper le corridor chinois, Pékin travaille tout aussi dur pour le consolider. Depuis le coup d'État, la Chine a vendu pour plus de 260 millions de dollars d'armes au gouvernement central, tout en armant discrètement des groupes rebelles, notamment dans le nord. La majorité de ces armes a été livrée à l'armée de l'État Wahouni, qui à son tour a approvisionné d'autres groupes rebelles, dont l'armée d'Arakan. En jouant sur les deux tableaux, la Chine est désormais la seule puissance extérieure capable de négocier la paix. Elle a récemment aidé à négocier une trêve entre certains groupes rebelles de l'État Shan du Nord et le gouvernement central. Et avec l'armée de l'Arakan qui gagne du terrain dans l'état de Rakhine, grâce en partie aux armes fournies par l'armée de l'état Wahouni. Ce n'est qu'une question de temps avant que la Chine n'intervienne là-bas aussi. Si cela arrive, les intérêts chinois s'opposeront inévitablement aux ambitions américaines, et ce pris entre les deux risque de souffrir doublement. C'était votre hôte Shirvan de Caspian Report. Si vous aimez notre travail, laissez un commentaire, cliquez sur j'aime et partagez la vidéo. Merci pour votre temps.